et sur le Web3 plus en général. Alors, au programme aujourd'hui, notre invité vient de nous rejoindre. Aujourd'hui, on va parler donc de l'actualité chaude, mais on va surtout parler de Donald Trump, de l'investiture et de plein de sujets, même de société, peut-on dire. Et on va accueillir donc pour cela Philippe Erlin. Salut Philippe, comment vas-tu? Bonjour, écoute, ça va, très bien. Très Merci pour content. l'invitation. Très heureux de t'avoir avec nous à nouveau dans l'émission. C'est toujours un plaisir. Je disais récemment encore qu'on avait reçu évidemment des experts, des personnalités plutôt Web 2 qui voulaient parler un peu crypto, un peu blockchain. Et on ne va pas se mentir, ça vole rarement très haut. Et tu es la personne qui m'a semblé, depuis toutes ces émissions, être la personne qui maîtrisait le mieux son sujet à ce propos. Et Merci. c'est pour ça que j'ai plaisir à t'inviter. Après, que certains soient d'accord ou pas d'accord, que tu puisses avoir des positions très tranchées, notamment au niveau politique. Nous, on adore, parce qu'on est là pour dire ce qu'on veut et penser ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que tu es toujours le bienvenu, Philippe. Alors, on va peut-être commencer, si tu veux bien, Philippe, par parler de ton ouvrage que tu republies, une version augmentée. D'ailleurs, tu as eu la gentillesse de me l'envoyer. Est-ce que tu peux peut-être d'abord commencer par ça, nous raconter un petit peu, il y a quoi de nouveau dans cet ouvrage et peut-être le représenter pour ceux qui ne le connaissent pas? Oui, alors c'est un guide pratique dont la première édition était sortie en septembre 2021. Et donc, ça fait donc 5 ans. Donc, il y a eu beaucoup de changements, évidemment, dans l'univers dans l'univers de la crypto. Et donc, il fallait une mise à jour importante. Et il y a à peu près, alors c'est une vraie mise à jour, il y a à peu près 2 tiers du test qui sont nouveaux. Et il y a 100 pages de plus. On passe de 200 à 300 pages. Et notamment, il y a un gros chapitre, le troisième chapitre, auquel je tiens particulièrement, qui est un chapitre qui passe en revue les livres ou les pensées ou les économistes qui se sont penchés sur Bitcoin et qui ont apporté des analyses intéressantes, à commencer par Satoshi Nakamoto lui-même, parce qu'il y a un Américain qui a consulté toutes ses publications sur les forums et qui en a fait un livre, Phil Champagne, hein, et qui a été traduit en français notamment par Consensus Network, qui est une maison d'édition spécialisée dans le Bitcoin. Donc j'en fais un résumé dans le livre. Il y a aussi Antonopoulos, il y a aussi Saifedan Ammous. Voilà, c'est des gens comme ça. Il y a aussi Michael Saylor. Voilà, c'est des gens comme ça qui, pour moi, ont apporté des analyses pertinentes, intéressantes, originales, qui ne se recoupent pas forcément toutes. Il peut y avoir des différences, mais voilà, des analyses intéressantes. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de prendre un peu de recul par rapport au Bitcoin, parce que quand on parle Bitcoin, notamment à des gens qui ne connaissent pas, on voit uniquement le côté spéculatif, gagner de l'argent. Bon, oui, d'accord, gagner de l'argent, mais c'est plus que ça. C'est une nouvelle façon de penser l'économie. Évidemment, il y a des gens qui pourraient dire, si j'avais acheté les actions Tesla ou Nvidia, j'aurais gagné plus que Bitcoin. Et c'est vrai, enfin, ça dépend de la période qu'on prend, mais sur une certaine période, quelques mois, oui, c'est vrai. Mais Bitcoin, c'est plus que ça, c'est plus que gagner de l'argent, c'est une nouvelle façon de penser ce qu'est la monnaie et ce qu'est l'économie. Et donc, ce gros chapitre-là, qui fait voilà, 1/5 du livre, eh ben, c'est justement pour comprendre ce qui se passe avec le phénomène Bitcoin au-delà du prix. Voilà. Et c'est comprendre, voilà, je dirais, la philosophie du Bitcoin. Voilà. Donc, ce chapitre-là, il est complètement nouveau. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent dans l'édition francophone là-dessus. Voilà. Et puis autrement, j'ai un peu tout mis à jour et enrichi. Et c'est un livre qui se veut un guide pratique, c'est-à-dire c'est lisible par les gens qui n'y connaissent rien et qui veulent partir de zéro. Et puis, mais c'est aussi, mais on va au bout des choses. Donc, je parle des NFT, je parle de la finance centralisée, je parle des derniers développements comme la science décentralisée, la DeSci. Ça, voilà. Donc, je consacre des pages à ça. Et donc, on va au bout des choses. Et donc, pour les gens qui connaissent déjà les bases de Bitcoin, eh ben, il y a aussi plein d'infos à recueillir. Et on termine par comment en acheter concrètement, quelle est la fiscalité aussi. Voilà, parce que c'est un élément Ok. concret important. Voilà. Et le Eh prix ben, n'a pas écoute, augmenté. J'ai demandé à l'éditeur si on pouvait garder le prix. Il est toujours à 19 euros. 19 Alors, euros. Ouais. alors qu'on passe de 200 à 300 pages. Donc On en, voilà. on en a plus pour autant. Excellent. Il est chez Erol. Voilà. C'est chez Erol. Voilà. Bitcoin comprendre et investir. Voilà.
Non, mais c'est bien. J'ai mis le lien en description dans la vidéo YouTube. Ce sera D'accord. également présent dans le lien Amazon, hein. Alors, évidemment, c'est mieux d'aller l'acheter chez votre libraire, etc., hein, Ouais. évidemment. Mais bon, au pire, Amazon, c'est quand même très pratique, on ne va pas se mentir. Donc, voilà. Je vous ai mis le lien si vous souhaitez vous le procurer. Merci, Philippe. En tout cas, et puis, alors ce que je te propose, c'est qu'on va passer. Alors, j'ai plein de sujets. On va pas faire une revue d'actu, mais j'ai Hum, des sujets comme ça que je vais vous balancer, messieurs. On va toujours laisser Philippe, si vous voulez bien, d'abord nous donner un peu ce qu'il en pense. Et puis ensuite, on interviendra, on challengera, peut-être même on contredira, pas de souci. Avant ça, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent, évidemment, à partager le lien de la vidéo, à vous abonner sur la chaîne YouTube, à vous abonner sur la chaîne Twitch si c'est là que vous nous regardez, partagez le lien du Twitter si c'est là que vous nous regardez, et puis voilà, surtout abonnez-vous. Vous pouvez également mettre des commentaires, des questions, n'importe quoi. N'importe quoi, on s'entend, hein. Mais voilà, on relaiera évidemment en direct vos commentaires, vos questions. On essaiera d'y répondre du mieux possible. N'hésitez pas. Le but, c'est que ce soit évidemment interactif. Alors, on va commencer par un sujet que je n'avais pas l'intention à la base, évidemment, d'aborder. C'est l'enlèvement et la hum, séquestration du cofondateur de Ledger. Quelque chose d'assez assez violent, hein. C'était il y a quelques hum, jours maintenant. Il a été kidnappé en échange d'une rançon à Vierzon, dans le Cher. Sa femme, elle également, a été enlevée, elle, je crois, à Étampes, en région parisienne. Fort heureusement, les forces de l'ordre et notamment le GIGN ont réussi en l'espace de 48 heures à le libérer, à arrêter la 10 ou 20 vingtaine de malfrats à l'origine de ce crime. Est à noter que pendant ces 48 heures, eh bien, malheureusement, il aurait, disons, subi des actes. Alors, la qualification, c'est acte de torture. On parlerait d'un doigt coupé qui aurait été hum. envoyé pour faire pression pour cette rançon. Alors, on entend ce matin qu'il s'agirait de 10 millions d'euros en crypto, alors sans doute en bitcoin, hein, évidemment. Voilà, donc pour le coup, heureusement, à la fin, tout s'est bien terminé, mais on imagine évidemment l'angoisse et le traumatisme pour la famille. Et je voulais d'ailleurs commencer par ça, à titre tout à fait personnel, mais je pense que vous me rejoindrez tous là-dessus, par envoyer évidemment nos pensées, notre soutien, évidemment eh bien, à ce monsieur, à sa C'est Ballant. femme et Ah ouais. également à tous ses proches. Oui, c'est vrai que j'ai pas le nom en tête. Ballant. Je sais plus son prénom, mais ses Ballant, noms sont mais j'ai Ballant. pas, j'ai pas le prénom non plus. Voilà. Mais bon, en tout état de cause, c'est ça. Remercier et féliciter évidemment les forces de l'ordre qui, voilà, clairement, ils ont fait le taf, hein, comme Hum. d'habitude. Et puis, et ça pose la question effectivement sur malheureusement la sécurité en France. Et on peut comprendre pourquoi certains décident de quitter la France faute de se sentir suffisamment en sécurité. C'est mes trois petites idées là-dessus. Philippe, tu as vécu ça, j'imagine, comme nous tous. Est-ce que tu Oui, veux oui, dire un mot là-dessus? j'ai vu ça voilà, sur Twitter, c'est sorti assez vite. Il faut féliciter la police qui a été extrêmement efficace et qui, en 48 heures, a retrouvé les deux personnes prises en otage dans des lieux différents et a mis la main sur les 10 participants sur l'équipe, quoi. Donc ça, c'est vraiment remarquable, mais c'est inquiétant dans la mesure où c'est sur des choses qu'on voit plutôt dans les pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, quoi, dans les narco-États. Donc c'est très inquiétant que ça vienne en France et ça fait partie d'une augmentation globale de l'insécurité qui touche tout le monde. Alors la sécurité, moi, c'est quelque chose que j'aborde dans le livre aussi. C'est-à-dire, je recommande déjà, si on a une somme importante, de ne pas laisser ses bitcoins sur une place de marché qui peut faire faillite, premièrement, ou deuxièmement, on peut se faire hacker ses mots de passe et perdre ses bitcoins. Donc, on les met sur un clé Ledger. Mais sur la clé Ledger, justement, dans le livre, j'en parle, je dis le risque qui peut se poser à ce moment-là, quand on a une clé Ledger, eh ben, c'est le homejacking. Et donc, moi, dans mon livre, je recommande de ne pas garder chez soi sa clé Ledger et de la mettre dans un coffre de banque ou un coffre en dehors du circuit bancaire, de façon à ne pas être impliqué. Parce que si on l'a chez soi et que les gens savent que vous avez des bitcoins, bah, vous allez cracher le morceau au bout d'un moment, hein. C'est pas, voilà, si on vous menace, vous ou vos proches,
ils savent que vous avez une clé Ledger. Ils vont, bon, voilà. Moi, je leur dis, bah, voilà, voilà ma clé de coffre. J'ai la clé de, comme tout possesseur d'un coffre, j'ai une clé de coffre chez moi. Donc, je leur dis, bah, voilà, ma clé de coffre, voilà. C'est pas ici, c'est dans un coffre. Et ils peuvent pas m'accompagner avec un pistolet dans le dos Ouais. pour mon coffre. Donc, moi, je dis, c'est pensez bien au coffre. Garder sa Ledger, c'est soit c'est un risque. En plus, il y a le risque de l'incendie qui ferait disparaître cette clé. Donc, il y a aussi le fait de sécuriser la clé et la seed phrase, les 24 mots. Voilà, donc tout ça, bah, il ne faut pas le mettre chez soi ou alors en copie. Mais voilà, le garder chez soi, c'est un Ouais. risque. Alors mais dans ce cas-là, ça a été vraiment un cran au-dessus parce que même s'il n'avait pas ses ledgers chez lui, c'est une rançon qui a été demandée à ses proches. Donc là, même si vous avez le ledger dans un coffre, c'est vrai que quand on a affaire à de la criminalité organisée, voilà. Mais je crois qu'il faut, voilà, si tout le monde met sa clé ledger à distance de soi dans un lieu sécurisé, ça permet pour moi de lutter contre ce risque de homejacking ou de prise d'otage, quoi. Voilà. On précise bien sûr que l'ensemble des médias ont collaboré avec les forces de l'ordre en tenant Voilà. secrète l'identité effectivement de la personne. Évidemment, il y a eu des soupçons au départ, comme quoi cela pourrait être monsieur l'archevêque, L'archevêque, en fait, c'est lui Éric. qui a reçu la rançon, en fait. C'est lui qui a reçu la vidéo l'avertissant de la prise d'otage. Et en fait, c'est lui qu'on devait faire payer, en fait. Parce que, voilà, donc c'est Ouais. vrai que c'est une situation qui est quand même très, très Mm. complexe, mais il a eu le bon réflexe. Et ça, c'est le bon réflexe que les gens doivent avoir. Vous prévenez la police, de toute façon, tout de suite. Si vous ne le faites pas, vous allez être coincé. Et voilà. Ouais. Donc, vous prévenez la police. Et à ce moment-là, ils ont fait un versement de rançon, mais ils ont eu les capacités de geler les fonds. Donc, ils ne pourront même pas Ouais, profiter a des fonds. priori, il semble Voilà. que Tether, donc l'émetteur Voilà. de l'USDT, ait Voilà. participé effectivement en frisant une partie des fonds. Donc, en tout cas, ça a été un Voilà. travail d'équipe, on peut dire. Et je précise encore une fois que les médias ont joué le jeu en Voilà. taisant effectivement l'identité pour des raisons de Hum. sécurité. Donc voilà, plus de peur que de mal, même si quand même, on a Hum. un enlèvement, une Hum. séquestration, un acte de torture. Donc voilà, Ouais, soyons quand c'est quand même même très grave. clair, mais voilà, fort heureusement, il n'y a pas de. Enfin, voilà, tout le monde est en vie et les méchants ont été arrêtés, c'est ce qu'on Hum. retient. Alors, je précise, moi qui vais à CryptoXR en fin du mois. Moi XR, je ne aussi. sais pas si tu Voilà. viens, Philippe. Oui, oui, Je suis très content. j'y On se vais. verra Très sur bien, place. ah, très bien, Que oui. nous avons reçu, je pense que tu as dû Oui, recevoir oui, un aussi un mail mail de la part des organisateurs qui nous prévient et qui nous rassure sur le fait que la sécurité sera assurée. Ça nous rappelle ce qui s'était passé à ETHCC en Belgique où un certain nombre de personnes avaient été agressées en marge Ok, c'est vrai. l'événement. Merci Hum. beaucoup. Voilà. Donc, en tout cas, la sécurité, Hum. c'est important. Moi, je dirais, soyez discret si vous pouvez, c'est le Voilà, plus important. Et si vous ne pouvez pas, parce que c'est votre boulot que de vous voilà. montrer, prenez les mesures de sécurité que Philippe vous a mentionnées. Cédric et TX, est-ce que vous souhaitez réagir sur ce sujet? Je vous en prie. On t'entend. Ah oui, alors j'avais coupé parce que j'entendais des coups de clavier. D'accord. Excuse-moi. Cédric, vas-y, on t'écoute. Oui, évidemment, moi je suis assez bouleversé de l'histoire, mais juste une question pratique, Philippe, par rapport à ta recommandation de mettre la clé quelque part. Mais quand on veut faire des transactions, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je Ah récupère oui, alors, oui. la clé, Oui, oui, effectivement. À ce moment-là, si on fait des transactions régulières, il faut avoir un portefeuille logiciel chez soi sur son ordi avec une petite partie, celle qui sert à faire les transactions. Et de temps en temps, on va à la banque pour chercher. Moi, c'est ce que je fais. De temps en temps, je vais à la banque pour récupérer ma clé. Voilà, c'est immédiat. Je vais dans mon coffre, je récupère la clé et puis tout de suite après, je la ramène le jour même, en fait. Comme ça, ouais, je l'ai quasiment jamais avec moi, en fait. Et quand j'ai besoin, voilà, je vais la chercher et je la ramène. Et à ce moment-là, bon, moi, je ne suis pas présent sur la DeFi et tout ça, mais pour les gens qui sont sur la DeFi et qui font des opérations ou qui font du trading, bah, il faut avoir une petite partie sur un logiciel, sur un portefeuille logiciel chez soi, ou à la limite une clé Ledger avec le minimum, enfin ce dont on a besoin, et puis tout ce qui est le patrimoine, tout ce qui est stocké à long terme, on met sur une Ledger ouais, dans un coffre. Un fonds de Voilà, roulement, en fait, pour le drôlement. voilà, c'est quotidien. ça. Ouais. Voilà. OK. TX? Ouais, ce que je voulais rajouter un petit commentaire. Ouais, c'est vrai que,
Il y a la première chose sur la sécurité. En fait, aujourd'hui, ce qui est quand même un problème, c'est que, en fait, on est obligé de pour stocker des cryptos, on est obligé de stocker des clés et qu'en fait, soit on a ces clés nous-mêmes, soit on est obligé de les déléguer, et que c'est vraiment enfin, je trouve que c'est quand même un problème aujourd'hui parce qu'il y a pas de solution, intermédiaire qui existe. Et pour le coup, c'est vrai que, moi, j'attends beaucoup de tout ce qui est, account abstraction, qui vont permettre du coup d'avoir plus de granularité dans la sécurité qu'on veut utiliser. Et dans le futur, je pense qu'on peut imaginer des solutions, tu vois? Où selon les transactions que tu veux faire, selon à qui tu veux envoyer, tu vas pouvoir ajouter des mesures de sécurité Hum. différentes, et donc faire en sorte que, même si, tu as, 100 000 € de crypto sur ton portefeuille, en fait, tu pourras dépenser qu'un certain montant ou qu'avec, certaines adresses, et c'est vrai que, c'est quand même un gros problème actuellement. Oui, tout à En fait, tout à fait, effet. oui. Mais il y a aussi les systèmes multisignatures, par exemple. Ouais. Pour le cas du. Alors, ça peut être en famille ou une entreprise qui possède des cryptos, il faut mettre en place un système multisig de façon à ce qu'il n'y ait pas une seule personne, qu'il n'y ait pas que le comptable de la boîte qui puisse partir avec les fonds, quoi. Voilà. Mais aussi, ce que montre cette histoire, c'est que utiliser les cryptos pour faire du crime, ça ne marche pas, parce que de toute façon, ils auraient été tracés. Les transactions ont été tracées, même s'ils avaient récupéré des bitcoins, ces bitcoins-là auraient été tracés sur la blockchain et ils n'auraient jamais pu les remettre sur une plateforme de marché pour récupérer des dollars ou choses comme ça. Ils auraient été bloqués complets. On sait qu'il y a des bitcoins qui datent de hacks de plateformes de plusieurs années. Ils sont identifiés, bloqués et les voleurs, les hackers qui ont ces bitcoins ne peuvent pas les virer sur Binance ou Kraken ou Premium pour récupérer de l'argent parce que ça déclencherait des signaux rouges. Donc, et je crois que ceux qui ont fait ça n'ont pas bien compris comment fonctionnait la blockchain, quoi. Voilà, c'est que de toute façon, ils étaient perdants, quoi. De toute façon, ils auraient été repérés. De toute façon, leur bitcoin aurait été gelé ou tracé et de toute façon, ils n'auraient jamais pu les utiliser, quoi. Donc, c'est un peu des pieds nickelés aussi, quoi. Voilà. Ouais, non, mais complètement. Voilà. Je vous propose qu'on passe au sujet suivant, un peu plus, un peu plus positif, on va dire. On va parler de. Tiens, allez, on va parler de Donald Trump et on va commencer. Alors, on va essayer de la jouer chronologiquement parce qu'on a tous envie de parler de ce qui s'est passé hier soir, évidemment. Mais non, on va attendre un peu. D'abord, on va revenir un peu à l'origine. J'allais dire à l'investiture, on va même revenir un peu avant. Tiens, j'aimerais avoir ton avis un petit peu, Philippe, sur ce même coin que Trump a lancé à la veille de son investiture, enfin, même pas, enfin, c'était la veille, ça, quelques heures avant l'investiture, à l'occasion du gala crypto qu'il a organisé, qui s'appelait Crypto Ball, 4h40 du matin en France. Il lance son même coin, le truc atteint le top 10 des cryptos, 70 milliards de valo. Et puis le lendemain, on a Melania, sa femme, qui fait la même chose, avec une rotation de liquidité entre les deux. C'était assez amusant. Je pense que tout le monde a suivi ça, mais évidemment, on a envie d'avoir ton avis. Comment toi, tu as accueilli cette news? Tu t'es dit, mais pourquoi tu gâches tout avec ça? Ou tu te dis, Ouais. après tout, c'est un dégène comme les autres, et pourquoi pas, allons-y. Voilà. Comment tu as vécu le truc, toi? Non, moi, clairement, je suis un supporter de Trump. Hein, c'est pas du tout un mystère, les choses sont Ça, on claires. sait. Mais je dis clairement aux gens, n'achetez pas ce truc, ça vaut rien. C'est un meme coin, donc c'est uniquement basé sur l'élection de Trump, voilà, le fait que ce soit lui qui l'ait lancé. Donc c'est ultra spéculatif. Il n'y a pas de proposition de valeur intrinsèque. Les meme coins, c'est une façon de. Enfin, on est plus dans le domaine de l'art, en fait. C'est des sortes de NFT accessibles à tout le monde, quoi. Voilà, c'est un peu pour expliquer qu'est-ce qu'un meme coin. Les NFT, qui ont pris de la valeur, ils sont devenus inaccessibles. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, les CryptoPunks, qui sont parmi les plus anciens, ils valent des centaines de milliers de dollars. Donc, c'est réservé aux gens qui ont beaucoup d'argent. Et le même coin, comme c'est une crypto, tout le monde peut l'acheter, en fait, même si sa valorisation explose. D'ailleurs, on pourrait dire c'est un peu comme Bitcoin. Il y a des gens qui disent mais Bitcoin, c'est aussi un meme coin. C'est-à-dire, oui, Bitcoin, il a aussi une image. Et le fait de dire qu'on achète du Bitcoin, c'est aussi une image que l'on donne. Voilà, donc on peut
considérer que Bitcoin, c'est aussi un meme coin. Enfin, heureusement, c'est pas que ça, quoi. Voilà. Il y a une proposition de valeur, il y a une économie Non, mais derrière, il y a surtout, plein de ouais, services. c'est ça, même Alors que là, la c'est juste, on tokenomics, achète Trump, on achète une photo de Trump, et voilà. Donc, moi, je dis, enfin, c'est comme le Doge, d'ailleurs, que défend Elon Musk. Ne c'est mettez pas la votre tokenomics, argent là-dedans, quoi. évidemment, c'est la tokenomics, évidemment, Ouais. qui a fait poser question, parce qu'effectivement, il y a, je crois, 80% de la supply qui est entre les mains des personnes Bah qui l'ont voilà. lancé. Mais il faut quand même préciser, parce que bon, c'est facile, mais ils ont quand même essayé de faire les choses bien. Puisqu'il y a du cliff, il y a du vesting, Mm. tu vois. Donc, malgré tout, voilà. Et puis, je vais te dire, voilà, la plupart qui ont reproché ce même coin, souvent, c'est des gens qui juste, ils sont dégoûtés de ne pas être rentrés, en fait. Juste, en fait, c'est vrai, pendant Oui, la montée, ils n'ont pas arrêté de dire c'est pourri, ça va mourir, Trump va vider la liquidité, on va vous dump sur la gueule et tout. Ouais, enfin, la réalité, c'est que moi, je l'ai vu à 6 dollars le matin, tu vois. ouais. Je ne suis pas rentré parce que je ne suis pas un trader, mais j'ai tout de suite compris que c'était marrant, tu vois. Mais je ne suis pas rentré. Pour autant, je n'ai pas critiqué le truc. Mais quand il est monté je crois qu'il est monté à combien? À 60, 70 dollars. Ouais, C'est ça, un 70. ouais, Évidemment, dans ma tête, je me dis, c'est con, j'aurais pu faire un x10, mais c'est pas pour autant que je vais aller grogner. Je suis passé à côté, c'est ouais, pas grave. Mais voilà, ouais. donc pour le coup, il y avait de quoi se faire de l'argent. Encore aujourd'hui, il est encore top 30 ou top 40, tu Mm. vois. Donc, visiblement, la liquidité est toujours là. Et sa femme qui le sort derrière, comment tu vois le truc, Philippe? Et après, je vais laisser Cédric et Ben, TX si vous avez un mot à ils dire voient le succès du là-dessus, premier, évidemment. donc ils se disent pourquoi pas rééditer, mais bon, après, le filon va être usé. Donc, enfin, voilà. Il faut faire ça si on veut. C'est une façon de soutenir Trump, c'est une façon de financer Trump, en fait. C'est une façon de. Donc, voilà, donc ça veut dire que n'importe où dans le monde, on peut envoyer de l'argent à Trump, alors qu'autrement, il faut être américain, résident américain, pour financer la campagne de Trump. Donc là, si vous êtes à l'autre bout du monde et que vous voulez financer la campagne de Trump, enfin, voilà, ben, vous faites ça et voilà. Bon, il faut pas aller plus loin que ça, quoi. On peut le faire pour s'amuser, on peut le faire pour dire qu'on en possède un comme ça dans son portefeuille parce que j'ai le même coin de Trump et de Melania pour le fun, mais voilà, mais mettez pas votre épargne là-dedans, quoi. Voilà. Et si vous êtes trader, vous pouvez vous amuser, mais c'est ultra volatile, quoi. Donc, ouais. Cédric, TX, si vous souhaitez, comment vous avez vécu le truc, vous aussi? Parce qu'évidemment, on n'en a pas parlé vendredi dernier. Ouais, bah, et moi, c'est marrant, je me pose deux questions. Je me demande, c'est vrai que ça n'a aucune valeur intrinsèque, mais il y a un truc qu'on pourrait se dire, c'est dans la durée, est-ce que ça ne serait pas une mesure de la popularité de Trump lui-même? C'est-à-dire, bah, quand ça descend, enfin, quand il est en difficulté politique ou autre, le truc va descendre, et puis quand il fait des bons trucs, ça va monter. Bon, c'est une hypothèse, mais ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est le monde entier, c'est-à-dire que c'est tout le monde, c'est pas juste les Américains qui pourraient, par ce biais-là, donner ouais, une espèce de note à l'action de Trump. En tout cas, ça peut se retourner contre lui, peut-être, c'est ce que je me dis. Et l'autre truc, c'est est-ce qu'on va voir d'autres personnalités politiques américaines ou internationales faire la même chose? Je suis curieux de voir ce que ça va donner derrière. Voilà, je m'interroge sur qu'est-ce que ça va donner sur le long terme. Est-ce que c'est pas un truc qui risque d'être finalement une épine dans le pied plus tard? C'est à voir. Bah, moi, pour le coup, c'est vrai qu'au moment où j'ai vu le truc sortir, c'était un peu comme toi, Jérém, en mode, j'ai trouvé ça un peu marrant. Alors que c'est vrai que sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui avaient l'air plutôt, dépités. Moi, honnêtement, j'ai vraiment trouvé, plutôt drôle et là où ça m'intéresse, c'est qu'en fait, on commence, j'ai l'impression à voir des cas d'usage des cryptos qu'on n'attendait pas forcément. Parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, on peut pas interdire quelqu'un de lancer un token. On peut pas interdire que Trump ait un token. S'il veut le lancer, il le lance. Personne ne peut arrêter ça. Et donc, bah, ça existera forcément dans le futur. Enfin, ça existe, je veux dire, déjà pour Trump, mais je veux dire, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir plein d'autres entités qui puissent elles aussi lancer leur propre token. Et sans pouvoir définir exactement quoi, je pense qu'il existe, d'autres utilités, d'autres cas d'usage aux cryptos qu'on n'a pas envisagés au début, et qui en fait vont se révéler. Donc des usages peut-être un peu plus, sociaux et un peu moins technologiques, un peu moins juste, la possibilité de faire des transactions. Heu et heu et et peut-être une sorte de forme de tokenisation du pouvoir politique,
et sociale peut-être d'une personne, quoi. Donc moi en fait, j'ai toujours hâte, quand je vois ce genre de choses, de voir comment ça va Exactement. se dérouler par la suite, quoi. Alors en effet, je ne pense pas, enfin, je ne sais pas si c'est compatible. Enfin, dans ce cas-là, je sais pas si enfin, dans le cas de Memecoin, évidemment, c'est pas compatible, sinon ce sera un vote censitaire. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont acheté le coin qui demain pourraient avoir droit de voter, mais c'est pas ce dont tu parlais TX, évidemment. Je pense que tu parlais de vote on-chain ou de, disons, gouvernance décentralisée via la blockchain. Il y avait des travaux qui avaient été faits là-dessus en Ukraine en 2020-2021 sur du vote on-chain. J'avais vu ça. Bon, après, entre-temps, je crois que le pays a connu 2-3 déboires. Mais voilà, donc il y a des choses qui ont été envisagées dans ce sens-là. Bon, je pense qu'on a tout dit sur le même coin. Si on continue un petit peu, on a... en fait, on arrive à Ross Ulbricht, en fait, qui était une des promesses de campagne de Donald Trump, qui consiste effectivement à pardonner, gracier, c'est le terme, Ross Ulbricht, qui est concrètement le fondateur de la marketplace Silk Road, et pour laquelle il avait été condamné à la prison à vie. Parce que sur cette plateforme, sur cette marketplace, eh bien, s'échangeaient des produits illicites, essentiellement drogue et armes, contre des bitcoins. Voilà, en 2 mots. Une peine qui, pour beaucoup, avait semblé un peu disproportionnée. Et Donald Trump avait promis, à l'époque, de libérer Russell Bricht dès le premier jour. Alors bon, je crois qu'il a attendu 2 jours. Ça va. Et finalement, Ross Ulbricht aujourd'hui est libre. Il a depuis d'ailleurs publié une vidéo pour remercier Donald Trump de cela. Un mot à ce sujet, Philippe? Oui, alors, en fait, si on veut remonter l'histoire, le point de départ, c'est le discours de Trump à Nashville le 27 juillet, donc la grande réunion Bitcoin aux États-Unis, où là, après avoir fait quelques déclarations, il prend un discours pro-crypto, vraiment enthousiaste, et la salle, la salle l'applaudit à tout rompre, où il promet qu'il n'y aura pas de CBDC, il n'y aura pas de, il va virer Gensler qui a démissionné avant, enfin voilà, et notamment la libération de Ross Ulbricht, parce que c'est devenu, alors c'est vrai que sa condamnation a été exagérée, mais au-delà de ça, c'est devenu un porte-étendard pour les milieux libertariens américains, qui disent, il a fait quelque chose, oui, alors effectivement, il a vendu de la drogue, mais voilà, mais bon, c'était, eux, il l'a fait, c'était au début, et le fait C'est même pas lui, de... enfin, si pour être précis, Oui, il a fait lui une n'a place de pas marché qui vendu. permettait, voilà. Voilà, c'est quand même une petite différence. Alors, ça l'exonère pas de contrôler ce qui se Oui. passe sur sa plateforme. Il a Mais fait une sorte ce serait d'Amazon, pas. quoi, voilà. Voilà, c'est ça. Il a fait un Amazon où tout le monde pouvait vendre ce qu'il voulait. Donc le côté libertarien, liberté absolue, voilà. Donc c'était devenu un emblème du milieu libertarien. Et donc, à cette conférence, le 25 juillet, il s'est engagé à le libérer dès son arrivée au pouvoir, ce qui a été très bien reçu par la communauté. Et bon, qui peut se comprendre, il a quand même fait 10 ans de prison à peu près. Donc, on peut estimer qu'il a payé sa dette à la société. Voilà. Et puis en plus, l'État américain lui a piqué à peu près je crois que quasiment les 200 000 bitcoins que possèdent les États-Unis, ils viennent de Silk Road en fait. Voilà. Alors on vient d'apprendre que Ross Ulbricht en avait quelques centaines encore. Bon, heureusement, il ne va pas être sur la paille. Il en garde un petit peu qui lui permettront de vivre correctement. Tant mieux pour lui. Voilà. Il a reçu pas mal de dons aussi, notamment voilà. de Kraken, qui lui aurait envoyé 111 111 dollars en disant en gros, tu sais, si on est là, c'est aussi grâce à toi. Donc, il y a quand même une espèce de solidarité, parce que c'est vrai que Silk Road, évidemment, ce qui se passait sur la plateforme était pas légal, on va pas se mentir. Même s'il faut rappeler quand même, il y a un reportage d'ailleurs là-dessus, un documentaire un peu, bien tourné sur Netflix à ce sujet, qu'il avait par exemple, il faisait quand même de la modération sur sa plateforme. Il n'y avait pas tout ce qui est trafic d'enfants, trafic d'êtres humains. Il avait quand même une éthique, le gars. Bon, par contre, drogue et armes, en fait, sa logique, c'était de se dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens le font dans la rue. Donc, pourquoi il ne pourrait pas le faire en ligne?
Évidemment, ici, on est très clair sur la chaîne. Évidemment, c'est complètement illégal et interdit, tout ça. Mais c'est juste pour expliquer un peu le positionnement de Russ Ulbricht à ce moment-là. D'ailleurs, hypocrite ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il a déclaré. Et c'est un fait, on ne voyait que de la drogue et des armes sur cette plateforme. Il n'y avait pas de choses, entre guillemets, plus dégoûtantes, comme on peut trouver aujourd'hui sur plein de réseaux, mais passons. Et donc, effectivement, ouais, il a fait 11 ans de prison. Voilà. Cédric, TX, si vous souhaitez dire quelque chose là-dessus, bonne nouvelle, ou est-ce que c'est une erreur de le traiter en héros? Parce que ça fait débat d'ailleurs sur Twitter. Moi, j'aime bien d'ailleurs que tout le monde ne soit pas d'accord. J'entends des gens qui disent mais vous êtes malade de le traiter en héros. Le mec, grâce à lui, il a favorisé le trafic de drogue, c'est-à-dire vendre de la mort. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on doit le traiter en héros et le gracier et dire c'est grâce à toi quand même qu'on est là parce que la crypto à ce moment-là est devenue un moyen de paiement véritable, tu vois, ou est-ce que voilà, c'est quand même un peu dégoûtant de le traiter en héros? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je n'irai pas jusqu'à le traiter en héros, mais bon, il a payé sa dette. C'est un gars, il faut rappeler, c'est vraiment quelqu'un de brillant qui a fait de nombreuses études, qui a écrit beaucoup. C'est pas un malfrat du tout, c'est vraiment un intellectuel, Russ Ulbricht. Et ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce qu'il va faire maintenant, une fois qu'il est libre? Peut-être qu'il va nous sortir un truc assez incroyable. C'est ça que je veux suivre. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il est libre? Est-ce qu'il va s'investir dans la crypto? Bon, c'est un personnage, donc curieux de savoir ce qui va sortir. Voilà, c'est essentiellement ça que j'avais à dire. Ok, TX, rien à ce sujet? Non, pas spécialement. C'est un sujet que je maîtrise. euh, C'est un sujet que je maîtrise pas. Enfin, que j'ai entendu parler plein de fois, mais honnêtement que je maîtrise pas assez. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais ce que Cédric a dit, je pense que c'est intéressant. Ça se trouve, c'est sûrement pas la fin de Ross Ulbricht, et on va sûrement en entendre parler encore. Ça va être intéressant, je pense. Ok, eh ben, écoutez, parfait. Passons au sujet suivant. On va parler des executive orders qui ont été signés par Donald Trump hier soir. Alors déjà, moi, j'aimerais saluer le panache. C'est-à-dire que le gars, il est élu, il signe ses premiers décrets en public, dans un stade, je crois, truc qui s'était jamais fait. Tu sais, en général, les décrets, ils sont signés dans un bureau. Alors certes, il y a peut-être un ou deux journalistes. Là, il a fait du spectacle. Ouais, dans le bureau ovale, absolument. Là, les premiers décrets, alors c'est pas les décrets crypto, c'est vraiment les premiers décrets sur la sécurité, l'immigration, sur des choses un peu plus structurelles, tu vois. Et là, il est dans un stade avec des milliers de spectateurs, évidemment retransmis à la télé, et puis il signe les décrets un à un, il en signe, je sais pas, une quarantaine, tu vois, et ensuite il balance les stylos dans la foule. Disons que ça change de Biden. Non. Ça change aussi de la politique française, parce que c'est quand même, quelle que soit ce qu'on pense de Trump, il met tout de suite en application ses promesses électorales. On aimerait qu'en France, il y ait aussi la même volonté de respecter les engagements qu'on prend devant les électeurs, voilà, quel que soit ce qu'on pense de Trump, quand ça pour ou contre. Mais voilà, c'est ce qu'il a fait là, Executive Order, il n'y a aucune surprise. Tout a été annoncé avant. Donc les gens, les Américains ont voté en connaissance de cause, point à la ligne, voilà. Mais la démocratie, elle fonctionne comme ça, elle fonctionne mieux comme ça, plutôt que des gens qui font des promesses plus ou moins vagues, et puis qu'une fois pouvoir dire ah bah on peut pas parce qu'on peut pas à cause des contraintes budgétaires, machin, et puis tout se noie dans les sables et les gens reviennent à douter de la politique. Bon là, pour moi les Américains, qu'ils soient pour ou contre, ils voient que la politique ça sert, ils voient que voter ça sert, voilà. Ouais. Mais là, on a vu les les effets immédiats. Il y a eu, par exemple, des policiers qui ont été directement envoyés à la frontière. Il y a eu des effectifs qui ont été ajoutés. Il y a eu tout de suite, effectivement, des règlements internationaux dans lesquels ils sont sortis, notamment l'accord de Paris, etc. Donc, effectivement, c'est vrai que les résultats, on les voit immédiatement. Alors, en France, le président, il a le pouvoir de faire des choses un peu équivalentes. Il peut signer des décrets sans passer même par l'Assemblée nationale. Il a un certain périmètre qui lui permet de faire plein de trucs très rapidement, sans même passer par l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, bon, l'avantage, c'est qu'il a la majorité partout, Trump. Chambre des représentants, Sénat, Cour suprême. Donc, c'est aussi pour ça, sans doute, qu'il peut se permettre, parce qu'il sait que derrière, il ne va pas y avoir une des chambres ou la Cour suprême qui va venir le rétoquer. Chose qui s'était passée en 2016.
Voilà, tout à fait. où il s'était fait savonner la planche sur tout ce qu'il avait envie de faire. Donc, sans doute que ça explique aussi pourquoi il a pu, de façon très confiante, faire voter tous ces trucs-là, quoi. Donc, c'est vrai que c'est plutôt apprécié, et je répète ce que tu dis, évidemment, qu'on soit d'accord ou pas avec les décisions qu'il a prises, c'est même pas Voilà. le sujet. En tout cas, il a été élu pour ça, il l'a fait. Si on revient sur les executive orders qui ont été signés, alors là, par contre, c'est hier soir, ça n'arrêtait pas, hein. D'ailleurs, on va faire un petit résumé ensemble, hein, évidemment, de tout ce qui a été fait. D'abord, si vous voulez, moi, il y a un truc dont j'aimerais parler avec vous, c'est la SEC qui abandonne la SAB 121, qui jusqu'alors interdisait, c'est un peu plus compliqué. En fait, en gros, ça interdit les institutions financières et les banques de proposer un service de custodie à leurs clients, de custodie crypto. Mais en vrai, c'est-à-dire qu'en gros, ça les oblige à faire passer les cryptoactifs au passif. Et donc, c'est très compliqué en termes de gestion et finalement, ça les empêche de proposer vraiment des services de détention de crypto-monnaies. Et donc ça, évidemment, cette décision est perçue comme un allègement réglementaire pour les acteurs crypto qui attendent depuis très longtemps que cette loi, que cet accord SAB 121 tombe. Eh bien, ça y est, c'est fait. Par conséquent, évidemment, ce sera beaucoup plus facile pour le marché crypto et pour les institutionnels de pouvoir lancer des produits et de proposer des services crypto à leurs clients. Donc ça, évidemment, les banques, elles attendent ça depuis très longtemps, quoi. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Tu as suivi ça un petit peu? Oui, je suis ça un peu. Il y a plusieurs réglementations qui sont favorables. Alors, il y en a même aussi une qui était entrée en compte avant même Trump, qui est le fait que les sociétés américaines peuvent comptabiliser leur Bitcoin en valeur de marché, alors que jusqu'ici, elles étaient obligées de le comptabiliser à valeur d'achat. Et donc, le fait d'acheter le Bitcoin ne permettait pas, quand le cours montait, de mieux valoriser la société. Donc, on achetait un placement qui montait, mais ça ne transparaissait pas dans les comptes de la société. Donc, maintenant, on peut comptabiliser en valeur de marché. Donc, ça, c'est très positif pour les entreprises, pour les sociétés financières. Et puis, comme tu le rappelais là, ça permet aux banques de pouvoir proposer des services de crypto à leurs clients. Et donc, ils vont pouvoir rentrer sur le marché. Alors, je note aussi à cet effet que des fois, en France, on n'est pas complètement en retard. Et il y a le groupe BPSE, donc Caisse d'épargne et Banque Populaire, qui a créé une filiale pour permettre aux clients donc, de ces deux gros réseaux de pouvoir acheter de la crypto auprès de leur guichet bancaire. Et c'est une nouvelle qui est tombée il y a 1 ou 2 semaines. Là. Donc, j'ai regardé le site de la société, n'est même pas encore lancé. Mais en tout cas, c'est lancé par la BPCE, disponible pour tous les clients. Ils pourront acheter de la crypto au guichet de leur banque. Alors, moi, je dis, si vous achetez de la crypto, faites-le perso et sur un cahier de charge. Mais ceci dit, c'est quand même énorme. C'est quand même appréciable. Et là, il y a BPCE, quand on même des précise, points. c'est Banque Populaire, Caisse d'épargne, enfin, c'est un groupement de très grosses banques françaises. Voilà, donc sur ce terrain-là, il y a quelques terrains, on n'est pas trop en retard sur les Américains. Donc voilà, il faut quand même le signaler, quoi. On va en parler évidemment de cette dichotomie entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe. On en parlera tout à l'heure, évidemment, et j'ai l'impression que le fossé se creuse de plus en plus. Il n'a jamais été aussi important, mais on y reviendra parce que malheureusement, ça ne touche pas évidemment que la crypto. On va parler IA tout à l'heure, évidemment. Donc, ok, donc pareil, hein, les gars, TX et Cédric, ne m'obligez pas à chaque fois à vous demander si vous avez un mot à dire là-dessus. C'est un peu fastidieux. Mettez un petit up dans le chat privé, comme ça je sais si vous voulez réagir. Et puis sinon, il n'y a pas de souci, on enchaîne, mais c'est plus pratique pour moi. Donc, en tout cas, voilà, bonne. Ah, donc vas-y, Cédric. À moins que tu aies prévu d'en parler, mais il y a Pas du tout. Vas-y, il y en a plein et j'ai prévu de tout parler. Donc, si tu veux bien rester sur ce SAB 121, et sinon, vas-y, dis, et puis je peux changer l'ordre, hein, je m'en fiche. Il n'y a pas d'ordre. Vas-y. Il y avait d'autres choses dans l'executive order. Je pense que tu vas l'évoquer. Hein. Vas-y, comme ça nous fera la transition. Il n'y a pas d'ordre. Donc moi je l'ai regardé dans le détail. Il est sur le site de la Maison Blanche. Bon, déjà, de ce que j'observe, c'est que il prend son temps, puisqu'il dit, il constitue un groupe de travail avec plein de monde dedans, représentant plein de trucs, et il leur donne des échéances, 30 jours, 60 jours, 180 jours. En gros, il leur donne 6 mois pour sortir un nouveau cadre autour de la crypto. Donc,
je constate quand même un petit contraste entre ce qu'il avait annoncé et ce qui se passe dans la réalité, notamment sur la réserve stratégique, qui est évoquée dans l'executive order, mais qui est évoquée comme un objet d'étude. C'est-à-dire, bon, on va regarder si on va le faire. Donc, bon, on peut comprendre la prudence. Le deuxième truc intéressant là-dessus, c'est que ça ne parle pas que de Bitcoin sur cette réserve. C'est tout crypto-actif. Donc, qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans? Enfin, donc, on voit que là, il lance un si tu veux, ça va être plus pour ceux qui nous écoutent, ça va être plus simple si justement on décortique ce que tu viens de dire. Mais tout ce que tu dis est très juste et effectivement, on va y revenir. Alors, faisons ça. On va commencer d'abord par la création du groupe de travail présidentiel sur les actifs numériques. Donc, c'est un groupe de travail qui est institué pour recommander justement un cadre. Alors ça, c'est important de bien comprendre qu'aux États-Unis, la plupart de ces choses se font au niveau fédéral. Et ça, le président ne peut pas il peut pas changer ça, tu vois. Donc, évidemment, il y aura un cadre fédéral pour le commerce des cryptoactifs. Et puis, chaque État, effectivement, sera libre d'étudier la possibilité de créer ensuite une réserve nationale d'actifs numériques. Donc ça, c'est important que les États ne sont pas laissés de côté en mode le président décide de tout. Et c'est aussi pour ça, je pense que toi, tu parles de prudence, moi, je parle de constitution. Le président, évidemment. Voilà. Maintenant, il faut être clair aussi, si on revient sur le discours de Nashville, c'est une proposition de campagne dans lequel lui, soutenu par notamment la sénatrice Cynthia Lummis, qui vient d'être nommée d'ailleurs à un département dédié aux cryptoactifs, qui, eux, souhaitent évidemment faire une proposition pour que Bitcoin soit ajouté aux réserves stratégiques de l'État et d'acheter sur 5 ans 1 million de Bitcoin. Je n'ai pas connaissance du fait qu'il ait annoncé qu'il allait la créer dès le day one. Il y a des choses qui étaient prévues pour day one. Pour l'instant, c'est plutôt tenu. Day one ou day two. Bon, OK. Mais réserve stratégique, je ne crois pas qu'il avait été précisé que ça serait fait comme ça en 2 secondes parce que ça doit être voté, parce qu'il faut sans doute se mettre dans la… il faut aussi qu'au niveau fédéral, ils soient d'accord et tout ça. Alors, par contre, très, très important, et j'aimerais votre avis là-dessus, messieurs, c'est effectivement cette notion de réserve stratégique n'est pas limitée à Bitcoin. Et ça… c'est le truc le plus important de mon point de vue dans toute cette histoire. Que ça arrive maintenant ou dans 6 mois, en fait, on s'en tape. Le concept est institué. C'est que potentiellement, il pourrait y avoir à l'intérieur autre chose que du Bitcoin. On pense évidemment à l'Ether, qui d'ailleurs a pris 3,5% à la suite de cette annonce. Donc voilà, donc pour le coup, si vous avez un mot à dire là-dessus, allez-y. Sinon, moi aussi, j'ai 2-3 trucs à dire là-dessus. Peut-être Philippe, tu veux… parler de cette diversification qui est permise par cette oui, ça c'est formulation. Une nouveauté parce que aussi bien Cynthia Lummis que Trump avaient parlé d'une réserve en Bitcoin point à la ligne. Et comme tu l'as signalé, il y a aussi des États américains qui veulent aussi à leur niveau faire des réserves. Ils ne parlent que Bitcoin. Mais là, je pense qu'il y a eu des pressions du milieu de la crypto pour dire nous, on aimerait bien qu'il y ait du Ripple aussi, on aimerait bien qu'il y ait de l'Ether. Je ne suis pas sûr que ça marche. Parce que le Bitcoin, c'est vraiment la réserve de valeur ultime et qui est déjà… Bon, enfin, il n'y a pas de concurrent là-dessus. Donc, je ne pense pas qu'il faut faire un fonds pour soutenir l'industrie crypto en général, quoi. Attention, parce que… non, pourquoi? Parce que ETH est considéré comme une commodity aux États-Unis. Ça, c'est validé. Et en vrai, potentiellement, il est dans la même classe d'actifs que Bitcoin. Alors, nous, on sait tous les deux, évidemment, que les fondamentaux ne sont pas les mêmes. Mais au niveau légal, ça, c'est ETH, c'est bon. C'est réglé, c'est une commodities. Donc, ce n'est pas impossible. Après, quand tu parles d'un fonds qui viserait à financer l'industrie crypto, etc., ça, c'est encore un autre sujet. Ce n'est pas de la réserve stratégique. Là, c'est du financement de l'économie, comme ils ont fait pour l'industrie spatiale. Voilà. Mais Ripple ou d'ETH, ce serait soutenir ce serait une forme de subvention publique pour l'industrie crypto. Et donc, je ne pense pas que ça va passer. Enfin, on verra, c'est un pari. Mais tu vois, ça, c'est intéressant parce que là, je vois le lien. Je n'avais pas compris au premier lieu. Là, je vois le lien. Le fait que Trump, pendant sa campagne ou les gens qui l'entourent, ait précisé qu'à un moment donné, il était prévu de favoriser les coins issues émises par des entreprises étrangères, américaines.
Déjà, ça montre un patriotisme bon, qu'on ne peut plus lui enlever maintenant, hein, je pense qu'on a compris. Ça pousse des entreprises européennes à aller aux États-Unis pour faire partie en fait de ces boîtes US qui auront le soutien du gouvernement américain. On le voit notamment sur Multiversix, qui est une blockchain que je connais un petit peu, qui en ce moment passe son temps aux États-Unis à parler américain parce qu'ils se disent que l'Europe c'est mort et que là où ça se passe, c'est les États-Unis. Et je pense que si eux le font, d'autres le font aussi, tu vois. Mais bon, passons. Et donc, ce que tu dis est intéressant, parce qu'effectivement, si demain, dans cette réserve stratégique, on décidait d'ajouter, j'en sais rien, du Solana, ou du Ripple, du XRP, ou du Cardano, puisqu'on sait que Charles Hoskinson, le CEO de Cardano, est un proche de cet advisory board crypto qui est en train de se constituer avec 24 acteurs clés. On ne connaît pas encore les acteurs. On peut déjà avoir une idée en regardant ceux qui ont sponsorisé CryptoBall. On sait déjà à peu près, il y a Coinbase, tout ça. Bon, bref. Mais effectivement, ça peut être un arme de patriotisme économique. Ouais, ça, c'est intéressant. Oui, mais ce sera un projet différent parce que l'idée de la réserve stratégique, c'est d'avoir un actif qui soit très résilient, c'est-à-dire dont on est certain que l'algorithme ne bouge pas. Donc voilà, c'est Bitcoin qui est déjà la valeur de réserve reconnue dans le monde entier largement. Voilà, il y a ses concurrents seulement derrière. Et surtout, dont la valorisation va nettement augmenter parce que l'idée, c'est quoi? C'est d'acheter le Bitcoin maintenant, quand il vaut 100 000 ou 200 000 $, et puis quand il vaudra 1 million ou 5 millions, ou Michael Saylor, lui, l'hypothèse basse pour lui, dans les 15 à 20 ans qui viennent, c'est 13 millions de dollars. Voilà. Ouais. Quand il vaudra ce prix-là, ça fera un tel gain pour l'État américain que ça permettra d'améliorer sa situation financière. Il pourra mettre ce fonds de réserve en regard de sa dette. Voilà. Et si dans le même temps, Trump, avec le Doge et Elon Musk, arrive à réduire le déficit budgétaire, ça permettra à terme peut-être d'effacer la dette ou en tout cas d'avoir un actif sérieux à mettre en regard de la dette. C'est un peu comme des États qui créent un fonds souverain. La Norvège a un fonds souverain. Il y a des pays du Moyen-Orient aussi comment ils mettent leurs revenus pétroliers. Et avec ça, ils réinvestissent dans le pays. Ouais. Voilà, je mets un petit bémol, juste, pardon, je mets un petit bémol à la définition que tu donnes de la réserve stratégique. Aux États-Unis, il y a une réserve stratégique de pétrole. Cette réserve stratégique de pétrole, elle n'a pas, a priori, en tout cas pour premier objectif, que d'être un levier de spéculation. Il est là surtout parce que si demain, on ne sait jamais, il y a une pénurie ou si demain, il y a une tension commerciale avec les fournisseurs de pétrole, ils ont leurs réserves stratégiques. Voilà. Et donc, c'est un peu différent. Et si Bitcoin ou une guerre, si le Bitcoin est aussi considéré comme ça, et d'ailleurs, c'est comme ça que Trump le présente en disant il faut qu'on accumule au moins 1% de la supply parce que sinon la Chine va le faire. Et là, on est plus dans un rapport géopolitique qu'un rapport de je détiens un actif en anticipant sa prise de valeur qui va me permettre demain d'assainir les comptes publics. C'est aussi une façon de prendre un peu un coup d'avance sur cette accumulation de Bitcoin et pas seulement pour des raisons financières. Juste un petit bémol là-dessus. TX qui avait un mot à dire et qui a été sage, puisqu'il a écrit dans le chat privé. Cédric, tu devrais t'en inspirer. Vas-y, mon TX. Oui, j'avais une question pour toi, Philippe, parce que en fait, cette histoire de réserve, dans l'émission, on en a parlé déjà plusieurs fois, parce que tu sais, c'est pas quelque chose de nouveau. Et ouais, c'est vrai, à chaque fois, depuis plusieurs semaines. Et il y avait cette histoire que si ils en achetaient, ce serait au moins pour 20 ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on parlait plus de Bitcoin. Est-ce que si on a une réserve du coup stratégique qui est composée d'autres actifs un peu plus spéculatifs, qui se rapprochent d'ailleurs plus de securities, est-ce que ça veut dire aussi une détention pour au moins 20 ans? Oui, justement, justement, pour moi, un actif qu'on peut détenir pour 20 ans, c'est le Bitcoin, un peu comme l'or physique. D'ailleurs, on peut comparer cette réserve à Bitcoin avec la réserve en or de Fort Knox. C'est un peu la même idée, mais il n'y a que de l'or à Fort Knox. Il n'y a pas d'argent, ou très peu. Il n'y a pas de palladium ou je ne sais quel métaux rares, précieux. Il n'y a pas de diamant non plus. Voilà, donc, parce que le vrai actif traditionnel, c'est l'or, point à la ligne. Voilà. Et pour moi, le seul sérieux en crypto, c'est Bitcoin. Voilà. Et mettre d'autres actifs là-dedans,
mettre du Ripple, de l'Ether ou du Solana, qui peut savoir ce que ça vaudra dans 20 ans, quoi. Voilà, donc pour moi, c'est risqué. Et moi aussi, alors, Alors, l'idée que je voudrais développer ouais, vas-y. là-dessus, pourquoi est-ce que les États-Unis veulent créer un fonds? Alors, c'est aussi pour avoir une réserve, mais c'est aussi le fait que, alors, Bitcoin, on ne peut pas justement le manipuler comme les États-Unis manipulent le dollar en faisant de la planche à billets, en modifiant le taux d'intérêt, etc., etc. Donc, on peut dire les États, enfin, Bitcoin n'est pas manipulable, c'est un peu une arme anti-étatique. Mais ceci dit, les pays qui posséderont le plus de Bitcoin auront un avantage sur les autres au fur et à mesure que Bitcoin deviendra un actif de placement dans le monde entier et une monnaie de transaction aussi. Voilà. Et c'est un peu comme à l'époque, quand on était à l'époque de l'étalon or, les pays qui étaient les plus riches, qui réussissaient le mieux, avaient les plus grosses réserves d'or. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut accumuler de l'or pour devenir riche, hein, mais il faut mais quand tu as une économie puissante, eh ben, tu détenais beaucoup d'or. Voilà, et je pense que les États-Unis sont dans la même logique, c'est-à-dire qu'ils veulent garder la primauté économique mondiale, notamment dans les nouvelles technologies, et ça passe par le fait d'avoir des masses de Bitcoin aux États-Unis. Les États-Unis sont déjà numéro un, en fait, parce que comme c'est né là-bas, la plupart des baleines sont américaines. Enfin, on n'a pas l'identité de ces personnes-là, mais on imagine que Moi, on m'a dit c'est la CIA. Hein. voilà, enfin, CIA, oui, enfin, voilà. Mais quels que soient les détenteurs, la plupart des baleines sont américaines. Donc les États-Unis sont déjà le premier pays à détenir en détention Bitcoin, même s'il n'y a pas de chiffre officiel, évidemment. Donc, et le fait d'avoir un fonds, de créer un fonds d'1 million, donc d'en acheter 800 000 parce qu'ils ont déjà 200 000 Bitcoin, bah, c'est le fait de maintenir cet avantage. Et quand le Bitcoin vaudra 5 millions ou plus, Alors, je ben ça, ce précise que les sera un 200 000, élément. Voilà. les 200 000 qu'ils ont aujourd'hui Ouais. n'appartiennent pas à la réserve stratégique. Ils appartiennent au Department of Justice. Et donc, Ouais, mais ils peuvent si, être transférés. Ouais. bah, pas transférés, mais Ah, rachetés. Et en fait, c'est rachetés, pour voilà, ça que voilà. le projet est bien d'en acheter 200 000 par D'accord, an, voilà. alors que ce soit Ok. sur le marché ou au sein Ouais. des réserves, entre guillemets, parce que Mm. bon, cet argent appartient au peuple américain, puisqu'il a été Ouais, ouais. saisi. Mais bon, en tout état de cause, moi, il y a un point sur lequel j'aimerais répondre à TX, et c'est intéressant, c'est que cette notion de détention pendant 20 ans est une pratique. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'en pratique, la réserve stratégique, notamment d'un actif de ce type-là, c'est 20 ans. Maintenant, il faut évidemment considérer entre-temps, parce que j'ai eu des discussions avec certains qui connaissaient bien le sujet, qui me rappellent que, par exemple, la réserve stratégique en pétrole aux États-Unis, qui normalement doit être gardée pendant 20 ans, dans des cas de crise, le politique peut piocher dedans. Voilà, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, à tout moment, le président, si c'est voté par les chambres et tout ça, peut dire en situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, je pioche dans la réserve stratégique. Le fait est que les politiques peuvent mettre le mot crise un peu partout. Je vous rappelle que pendant le Covid, c'était la guerre. Bon, voilà, je dis ça parce que il faut pas être naïf non plus sur le fait que certes, il y a un engagement, on va dire, tacite auprès des marchés de 20 ans, mais rien n'empêche demain un président, je sais pas moi, démocrate, de dire non, bah, finalement, là, l'économie va pas très bien, là, dis donc, on va pas vendre un peu de Bitcoin. Il faut faire quand même attention à ça, parce que rien n'est gravé dans le marbre de ce point de vue-là. On l'a vu notamment avec les réserves de pétrole, dans lesquelles on a pioché sans problème pendant la crise du Covid, hein, notamment. Donc voilà, donc ça, je le précise en bémol. Cédric, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais ajouter une info. Là, à Davos, Larry Fink de BlackRock, il vient d'annoncer qu'il avait discuté avec un certain nombre de fonds souverains à travers le monde et il relevait qu'il y en avait beaucoup qui avaient l'intention de mettre 3 à 5% de leurs fonds dans du Bitcoin. Et il prédisait un Bitcoin à 700 000 $ assez rapide de ce fait-là. Donc ça conforte ce que disait Philippe. Hein, moi, je vois le truc, c'est il y a une différence entre le pétrole et le Bitcoin. Si tu dois piocher dans la réserve de pétrole, c'est parce qu'à un moment donné, tu as un problème d'approvisionnement ou tu as besoin par une guerre ou autre, donc tu vas piocher dedans. Mais quelle serait la raison, quelle serait une crise qui forcerait justement de sortir de la réserve de Bitcoin pour les utiliser? Moi, j'en vois qu'une. C'est que le dollar s'écroule, ou alors il fait face à une inflation délirante.
Et là, à ce moment-là, ben, on a au Non, moins… ça peut être le financement. Non, ça peut être le financement d'une politique publique. Typiquement, si on prend le pétrole, le fait de piocher dans la réserve, c'est aussi un moyen de pression contre les pays producteurs de pétrole en disant pendant 6 mois, on vous achète rien et on pioche. Donc, c'est un rapport de force. Piocher dans la réserve de Bitcoin, ça peut être demain, je décide de financer une politique publique pour tel ou tel projet et dans ce cas-là, pour le financer, parce que c'est un projet de loi qui est stratégique pour l'État, eh bien, ça justifie que j'aille piocher dans le stock de Bitcoin. Je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre du plausible. Et c'est juste ça qu'il faut envisager, c'est tout. Oui. Ouais. Bon, moi, je ne comparerais pas la réserve Bitcoin avec la réserve pétrole, parce que le pétrole, c'est vraiment pour un flux, c'est pas pour gagner de l'argent ou stocker de la valeur. C'est vraiment un flux en cas de, par exemple, le choc pétrolier de 1973. Oublie pas le pétrodollar, hein. Je vais pas t'apprendre ça, mais… Oui, mais juste, alors, non, mais ça, justement, mais en 1973, les pays producteurs ont carrément coupé le robinet. Donc, ça aurait pu être très grave. Donc, la réserve stratégique, elle sert à ça, ou elle sert en cas de guerre, en cas de, voilà. Non, mais pendant le Covid, par exemple… Moi, je compare Bitcoin à l'or, quoi. Et aucun gouvernement américain s'est dit je vais puiser à Fort Knox pour financer des politiques publiques, quoi. Donc, et je pense que Bitcoin sur ça pareil. J'espère que vous avez raison, les copains. Moi, vous savez, je me fais l'avocat du diable, mais évidemment, j'espère que vous avez raison. Et en vrai, on le saura que dans quelques années. Mais je dis juste que ce n'est pas impossible. Après, j'entends qu'on compare plus facilement Bitcoin à l'or qu'au pétrole, même si, du fait de la situation aujourd'hui, le dollar est basé essentiellement sur le pétrole aujourd'hui dans l'économie. Donc, c'est pour ça que la comparaison, pour moi, n'est pas complètement impertinente, mais j'entends ce que tu dis, Philippe, et merci pour ça. Si on continue sur les executive orders, on a l'executive order 140-67 de mars 2022 et le Framework for International Engagement of Digital Assets de juillet 2022 qui ont été abrogés. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le cadre réglementaire sur les cryptoactifs, Donald Trump, il jette tout à la poubelle. Il dit allez, c'est bon. Et on repart sur une nouvelle base avec un nouveau président de la SEC. On ne l'a pas dit, mais ça y est, Gary Gensler, comme prévu le 20 janvier. Alors, il a démissionné. Voilà. Mais donc, remplacé par quelqu'un d'hyper pro-crypto. Je n'ai pas le nom là, mais on l'a déjà dit plein de fois avant. Vous pouvez le retrouver. Tout ça pour dire que, voilà, en gros, voilà. Ça, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus de particulier. Par contre, CBDC, ça, c'est intéressant. Ça, il y a un truc parce qu'il était précisé pendant la campagne, Donald Trump l'avait annoncé, qu'il allait s'opposer fermement au CBDC et qu'en revanche, il allait favoriser les entreprises émettrices de stablecoin. Donc, le choix est plutôt celui-ci. Et ça y est, effectivement, il est désormais interdit d'établir, d'émettre ou de faire circuler ou d'utiliser des CBDC aux États-Unis. Donc ça, c'est voté, c'est acté. Philippe, si tu veux dire un mot là-dessus ou les autres, évidemment, allez-y. Ça faisait partie de ses principales annonces justement le 27 juillet à Nashville. Et ça a été très bien reçu parce que derrière la monnaie numérique de banque centrale, il y a la volonté de supprimer le cash et de pouvoir suivre toutes les transactions effectuées par les gens. Donc, c'est quand même une atteinte à la liberté. Et comme par hasard, le pays qui est le plus en pointe là-dessus, c'est la Chine, comme ça, parce que, évidemment, si on peut tracer toutes les transactions, ça permet de coller parfaitement avec le crédit social. Et les gens sont complètement coincés. Puis, on peut rendre la monnaie programmable, c'est-à-dire, si vous n'avez plus le droit de sortir de Chine pour telle ou telle raison, vous ne pourrez plus acheter un billet d'avion parce que avec le yuan numérique, ce sera, il y aura une sorte de smart contract qui vous empêchera d'acheter un billet d'avion. Au crédit social, en fait. Ouais. Voilà, et c'est ça que ça permet. Donc, le fait que Trump s'y soit opposé, ça a été très bien reçu, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il a raison parce que malheureusement, en Europe, on continue de pousser cette idée-là. Bon, voilà, c'est quelque chose d'assez inquiétant pour les libertés individuelles. Donc, voilà, il l'a interdit complètement. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose, quoi. Mais Philippe, j'ai une question quand même là-dessus, parce que l'executive order aussi parle des stablecoins libellés en dollars, comme quoi ils seront… Voilà.
Donc la différence finalement, c'est que plutôt que de faire ça par une banque centrale, c'est le secteur privé donc qui va émettre ces tokens. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de mettre un certain nombre de contrôles aussi, KYC ou autres limites, blocage sur les stablecoins? Tu vois, où est la différence fondamentale? Non, mais alors, la différence, elle est où? C'est que, en fait, aujourd'hui, bon, Dcash, on n'en utilise quasiment plus. Hein. Donc, toutes autres actions, à nous, là, elles sont stockées et archivées dans nos banques. Ouais. Donc, on peut le savoir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le savoir? Il faut qu'il y ait un juge, il faut qu'il y ait une enquête sur vous, il faut qu'il y ait des indices convergents comme quoi vous vous livrez à des trafics illicites. Et à ce moment-là, un juge peut accéder à vos relevés bancaires. Voilà. Alors qu'avec la monnaie numérique de banque centrale, c'est centralisé par la banque centrale et l'État y a accès. Et d'ailleurs, il y a quelques déclarations de Bruno Le Maire à l'époque qui confirmaient ça. Et à ce moment-là, c'est l'État qui a accès en direct à vos mouvements financiers. C'est la même chose pour le téléphone. Tous les numéros que l'on fait ou qui nous appellent, ils sont stockés par nos opérateurs. Donc, on est tracé de ce point de vue-là. Mais le gouvernement ne sait pas ce que vous ou moi on fait comme appel téléphonique parce que ce serait une remise en cause de la liberté. C'est uniquement si, justement, il y a une enquête judiciaire qui me concerne qu'un juge pourra accéder à mes fadettes, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'est la séparation des pouvoirs et c'est fondamental pour le respect de la démocratie. Et la monnaie numérique de banque centrale, elle remettait ça en cause parce que c'est la banque centrale qui récupérait tout et ensuite l'État pouvait piocher. Donc c'est une distinction importante à faire. Et pour revenir sur les stablecoins, alors évidemment, Tesser, il connaît toutes les transactions et d'ailleurs, suite à la prise en otage dont on parlait au début, Tesser a pu bloquer les comptes et c'est une bonne chose. Mais là, il y a une intervention de la justice. Voilà, donc on est dans un cadre tout à fait légal qui a permis de bloquer les fonds, comme ça pourrait être fait dans n'importe quelle autre situation de virement bancaire ou autre, quoi. Donc là, alors maintenant, pourquoi Trump défend aussi les stablecoins? Parce que les stablecoins, ce sont des clients de la dette américaine. Parce que comme il doit avoir le même nombre de tokens en circulation et de dollars pour garantir justement la parité 1 pour 1, Tesser, ils ont une capitalisation de 130 milliards, je crois, de dollars. L'essentiel, pour le garantir, ils achètent de la dette d'État, des dettes à court terme, très liquides, très facile à liquider, à vendre, et voilà. Et donc, c'est devenu un des principaux, enfin, oui, ça fait partie des principaux acteurs, je crois qu'ils sont rentrés dans le top 10 des acheteurs de dettes américaines. Donc, si les stablecoins grandissent et sont utilisés, et c'est le cas en dehors des frontières américaines comme moyen de paiement dans les pays où les monnaies locales, nationales sont défaillantes, les stablecoins du dollar vont prendre de l'importance. Le dollar va avoir un rôle mondial encore plus qu'aujourd'hui, pas seulement au niveau des transactions pour le pétrole et les matières premières, mais aussi au niveau des particuliers dans beaucoup de pays. Donc, ça va conforter la place du dollar. Et tous ces stablecoins vont acheter de la dette américaine. Donc, finalement, c'est une très bonne opération pour le dollar et pour le maintien du dollar comme la première monnaie mondiale. Voilà. Donc alors d'ailleurs, ils sont gagnants sur tous les tableaux. Alors d'ailleurs, dans l'executive order, on en a une seconde concernant le dollar, avec le renforcement de la souveraineté du dollar américain, avec le développement et le soutien au développement des stablecoins adossés au dollar pour protéger et promouvoir justement le dollar américain. Donc en fait, en gros, les deux directives, entre guillemets, se répondent en fait avec l'interdiction des CBDC et en contrepartie, et en face, peut-on dire, un renforcement des stablecoins. Et tu l'as très bien expliqué, effectivement, Philippe, sur l'intérêt des États-Unis à promouvoir justement les acteurs émetteurs de stablecoins en dollars. On peut rajouter, parce que le temps file, il y a plein de sujets à aborder, dans l'executive order, on a aussi un décret qui garantit la liberté des citoyens et des entités privées à utiliser les réseaux blockchain publics ouverts, donc les blockchains qu'on connaît tous, pour des usages légaux, mais également d'en faire la communication et la promotion. Donc ça, c'est intéressant aussi, qu'il n'y aura pas d'entrave si demain une entreprise décide d'utiliser, je sais pas moi, Solana, Polkadot, Ethereum, etc. Et donc ça, effectivement, c'est aussi un pas de plus vers l'adoption et on lève une potentielle barrière à l'entrée. Je précise que ce groupe de travail
inclura le secrétaire au Trésor, puisqu'il faut rappeler que cette réserve stratégique en Bitcoin dont nous parlions tout à l'heure ne dépend pas de la Fed, mais du Trésor. Ça, c'est Voilà. très important. On l'avait précisé dans l'émission il y a quelques semaines. Je le reprécise ici, en réponse notamment au président de la Fed qui avait dit non, on ne va pas constituer de réserve stratégique. Et ce à quoi on lui avait dit, mais frérot, ça ne dépend pas de toi, en fait, ça dépend du Trésor. Il y aura également le procureur général et les chefs de la SEC, évidemment, et de la CFTC, qui est le pendant de la SEC pour les commodities. Donc, en fait, ce sera vraiment, ils seront tous ensemble autour de la table pour discuter un petit peu de tout ça. Dernier élément, c'est le décret insiste sur l'importance d'une réglementation neutre sur le plan technologique, des cadres adaptés à la technologie émergente et une prise de décision transparente. Donc là aussi, très important, les travaux seront transparents et seront le plus possible d'être neutres. Il veut en cela, évidemment, taper un peu dans la fourmilière de la SEC qui, jusqu'à présent, a fait les choses de façon pas super neutre et pas super transparente. On se rappelle du scandale à l'époque où le recrutement était fait sur la base des opinions politiques à la SEC, ce qui en dit long sur la politique qui a été menée par cette administration depuis des années. Si vous souhaitez rajouter quelque chose sur ces décrets, allez-y maintenant ou taisez-vous à jamais parce que j'ai plein d'autres sujets. Bon. C'est bon pour vous, les copains? Non, mais en tout cas, je pense qu'on a bien fait le point là-dessus. J'aimerais qu'on parle aussi, on va pas parler que crypto ce matin quand même, Philippe, tant que tu es avec nous, on va parler aussi un petit peu de, pourquoi pas, de la déclassification des décrets, un décret qui ordonne la déclassification des archives gouvernementales liées aux assassinats de John Fitzgerald Kennedy, donc président à l'époque, donc tué en 63. Son frère aussi, Robert F. Kennedy, qui lui est mort en 68. Et enfin, évidemment, de Martin Luther King en 1968. En cela, et ça va nous amener sur le traitement des médias, on va parler tout à l'heure de Hello Kitty, etc. Et ça montre quand même la volonté de Donald Trump de vouloir vraiment apporter une liberté d'expression, même par les autorités finalement qui gouvernent, en déclassifiant. On rappelle qu'en France, le rapport sur le Covid ou sur les gilets jaunes, rien n'a été. Pourtant, c'est des trucs beaucoup plus récents et moins stratégiques pour l'État. C'est toujours classifié. Voilà, je dis ça, je dis rien, quoi. Comment tu vois ça, toi, Philippe, et le traitement médiatique qui va avec? Moi, j'ai lu un peu les médias sur cette histoire. Tu sais, je m'attendais à ce qu'ils disent bravo Trump, tu vois, c'est cool. C'est très froid, les articles. C'est très court, c'est très froid. Et pourtant, je pensais que c'était plutôt bien de dire la vérité au peuple. Mais bon, visiblement, quand c'est Trump… Mais ça, c'est parce que c'est Trump. C'est parce que c'est Trump. Donc, même quand il fait quelque chose qui, objectivement, est positif, parce que maintenant, ça fait suffisamment d'années, donc on peut rendre public l'intégralité des documents concernant Kennedy, les deux frères Kennedy et Luther King, évidemment. Et ben même ça, ils veulent pas reconnaître que Trump prend une bonne décision parce qu'on est en France et qu'en France, dans les médias mainstream, on déteste Trump. Bon, voilà. Mais c'est évidemment une bonne chose. D'ailleurs, le terme de complotiste est né au moment de la mort de Kennedy, notamment suite au rapport de la commission Warren, je crois, voilà, qui a expliqué le meurtre avec notamment la fameuse Magic Bullet, une balle magique, parce que pour expliquer les blessures et les impacts dans la voiture, en tenant compte du fait qu'il n'y aurait eu qu'un seul tireur, qui était Lee Harvey Oswald, situé derrière, en hauteur, et ben, il fallait qu'il y ait une balle magique qui fasse des 2 ou 3 ricochets pour blesser telle personne, pour rebondir. Voilà. C'est un peu comme les bandes dessinées de Luke et Luke, avec la balle qui… Voilà. Donc personne n'y a cru à l'époque. Et c'est de là qu'est né, la CIA a créé le terme de complotisme. Si vous ne croyez pas à ça, vous êtes un complotiste. Voilà. Donc c'est là que c'est né et on y est encore aujourd'hui. Donc là, c'est bien que les documents soient classifiés. On verra. Il y avait peut-être qu'un seul tireur, il y a peut-être pas, ou il y avait peut-être des interrogations à se poser. Voilà. Mais il faut que les journalistes s'en saisissent. C'est un peu comme les Panama Papers, tout ça. Bon, ça va être une énorme masse de documents. Ça ne va pas être écrit noir sur blanc. Voilà, c'est la CIA qui était en face, qui avait des bureaux en face, qui a tiré. Voilà, ça va être écrit noir sur blanc. Donc, pas du tout parce que Kennedy a voulu démanteler les agences à 3 lettres. Pas du tout, ça va pas ou quoi? Voilà. Donc, il va y avoir tout un travail à faire, mais
on aimerait que les journaux qui se sont précipités par les Panama Papers comme Le Monde ou Guardian disent nous aussi on aimerait bien dépouiller ces infos, mais ils n'ont pas levé le doigt pour dire on aimerait bien, quoi. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais je pense qu'il y aura de la presse américaine, des journalistes américains qui vont Et puis il y a dépouiller Twitter. tout ça. Il y a Et puis, il y Twitter. aura Twitter, voilà, mais il y a quand même un travail journalistique parce que quand Elon Musk avait racheté Twitter, il avait sorti des Twitter Files qui prouvaient que les agences gouvernementales avaient influé, avaient envoyé des directives à Twitter. D'ailleurs, il y a un executive order qui interdit aux agences gouvernementales de faire cela à l'avenir. Bon, mais pour dépouiller tout ce travail qui était sous forme de mails, de messages, tout ça, il avait embauché des journalistes réputés comme Matt Taibbi ou d'autres. Et ça demande un travail d'analyse. Ouais. Quoi. Voilà, Non, mais quand je dis Twitter, c'est que justement, le journalisme citoyen est de plus en plus développé. Ça peut être des journalistes du système, mais ça peut être aussi des journalistes, on va dire, qui ne sont pas forcément dans les grands médias. Et ensuite, tout sera publié sur Twitter. Donc ça, on le sait. Et c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de directive contraire, comme à l'époque pour l'ordinateur de Hunter Biden, comme à l'époque d'un certain nombre d'élections où voilà, les réseaux sociaux, on leur demandait de censurer ou de supprimer des contenus qui ne plaisaient pas, quoi. Donc, je pense que ça va être sympa. En déclassification, on attend aussi, bien sûr, les histoires de la liste de Epstein, la liste aussi de ce rappeur américain P. Diddy, dans lequel il y a eu aussi des affaires visiblement. Voilà. Et alors, Trump, il a dit une phrase. Il a dit « Everything will be revealed ». Et si c'est le cas, je pense qu'on va avoir dans les prochains mois des trucs assez croustillants dans lesquels on va avoir des personnalités assez connues, décédées ou encore en vie, puisque dans l'affaire, évidemment, JFK, je pense que beaucoup ne sont plus là. Hein, mais Epstein et Diddy, c'est récent. Tout récent. Ouais. Et donc, on attend avec impatience que tout ça soit publié et surtout que les masques tombent. Parce qu'en fait, ce qui va être intéressant en vérité, c'est tout ce camp du bien qui a parlé de complot pendant la période du Covid, pendant tout ce qui s'est… Encore une fois, moi, je n'ai pas de certitude, à part le doute, tu vois. Donc, je me dis, j'ai envie de savoir, tu vois. Et en fait, tous les masques vont tomber et j'ai envie de savoir comment ceux-là vont se défendre. Moi, c'est ça qui m'intéresse et que je vais trouver croustillant d'analyser, évidemment, sur tout ça. Mais d'ailleurs, pour la France, tu rappelais le Covid, parce que quand Macron a dit « nous sommes en guerre », c'était aussi très concret. C'est-à-dire que tous les documents liés à ce qui s'est passé à cette période-là sont classifiés défense et ils sont bloqués pendant des décennies. J'ai peu le chiffre en tête, mais c'est plusieurs décennies. Donc, ce serait bien qu'à la prochaine présidentielle, il y ait un ou plusieurs candidats qui disent moi, je déclassifie tous ces documents liés à la période sanitaire. Mais d'ailleurs, on apprend hier, accès à l'information, voilà. On apprend hier que les journalistes du Monde, Davet et L'Homme, viennent de publier un ouvrage dans lequel ils prouvent que l'Élysée aurait, se serait ingéré dans les commissions d'enquête, dans les déclarations auprès de… Donc, en fait, il aurait clairement outrepassé ses droits de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Il y a encore sans doute beaucoup de choses à savoir là-dessus. Pour l'instant, je vois que Retailleau commence à parler de faire un Doge à la française. Je vois Sarah Knafo qui commence à… Retailleau. UDR, Ciotti plutôt, qui parle de ça. Retailleau, je ne sais pas. Non, alors Ciotti parle effectivement du Doge, donc Ciotti avec l'UDR. Je vois également Sarah Knafo, Reconquête, qui, elle, tient des positions très proches de Trump, notamment sur la liberté d'expression, sur les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, avec un certain talent, on ne peut pas lui enlever ça. Et je me dis que ça ouvre la porte à ce dont tu parles, à demain, que le sujet de la déclassification, ça devienne un sujet. Et toutes ces choses qui, en France, nous paraissent tellement loin, il suffit peut-être que juste des politiques avec un minimum de verve et de talent marketing s'emparent de ces sujets pour que ça devienne un sujet. Ça peut aller très vite. Donc, il faut trumpiser. Moi, je ne fais pas mystère, mais penchant, il faut trumpiser la France. Voilà. Il faut que le personnel politique se trumpise. Donc, il y a déjà des gens qui reprennent l'idée du Doge. C'est très bien. Il faut le fonds souverain en crypto, c'est très bien. Comme tu l'as rappelé, il faut aller vers ça. De toute façon, les modes américaines, elles ont tendance à venir en Europe au bout de quelques années. Donc voilà, nous, on va sortir du wokisme et puis on
on va avoir des leaders politiques trumpistes, je dis bravo. Voilà, il faut aller vers ça, Ouais. vers plus de liberté. Il faut bien comprendre que c'est aller plus de liberté parce que Trump a fait en sorte que Zuckerberg révèle que les agences américaines avaient consulté des fact-checkers pour interdire certains débats. Il aurait pu dire à Zuckerberg, tu vires tes fact-checkers et tu mets des fact-checkers républicains pour emmerder la gauche. Il aurait pu dire ça s'il était dans une logique de pouvoir. C'est pas ça qu'il a fait. Il a dit, tu supprimes les fact-checkers et tu mets des notes de la communauté. Les notes de la communauté, on voit comment ça fonctionne sur X. C'est des gens qui peuvent contredire des déclarations d'organismes ou de personnalités politiques en sourçant. Et cette critique ce texte-là est validé par les gens. Et à ce moment-là, si c'est validé, eh ben, c'est affiché sous le tweet et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc Trump défend vraiment la liberté d'expression et en France et en Europe, on en a besoin. Voilà. Donc, vive la Trumpisation. Voilà. Non, mais complètement. Et puis c'est vrai que on le voit, même Donald Trump, parfois ses propres tweets sont soumis à des notes de la Voilà. communauté Elon et Musk il n'y aussi. peut rien. Et Absolument. Et je même trouve les ça plutôt publicités cool, ouais. aussi. Les publicités sur X sont aussi souvent Oui, soumises à des notes de la ouais, communauté. Alors Trump, Elon Musk, il pourra dire j'ai besoin d'argent, donc j'en tire. Ah bah non, non, je vois souvent des pubs qui sont ouais, détruites par des notes de la communauté. Donc c'est c'est très vrai. bien, quoi. Voilà. Non, non, c'est vrai que tout ça va plutôt dans le bon sens. Et alors, dans ce contexte-là, on ne peut pas ne pas parler d'HelloKittix, qui est une application qui a été créée par un groupe on va dire, de personnes politisées, à tout le moins. J'allais dire financée, au moins soutenue par le CNRS, qui est une agence de recherche française payée par nos impôts, dont les serveurs ont été utilisés, dont également l'Internet a utilisé, puisqu'ils utilisent un Internet privé, hein, ils n'utilisent pas notre Internet à nous, parce qu'ils ont quand même des données importantes à traiter, dont le GitHub du CNRS a été utilisé. Donc, il y a des preuves, hein, comme quoi le CNRS a été impliqué là-dessus. Alors, même si le logo depuis a été retiré du site Internet, parce que forcément, sur Twitter, les gens, ils ont dit, attends, depuis quand on utilise les moyens publics pour finalement faire quitter les gens une plateforme d'un réseau social pour les emmener vers d'autres plateformes. Donc là, on est à la limite de l'ingérence et du favoritisme. Finalement, on peut dire ça. Hein. Et évidemment, derrière, il y a un sous-jacent politique, puisque la plupart des membres qui sont à l'origine de ce mouvement sont des personnalités de gauche, ouvertement proches de, on va dire, NUPES, parce que écolo, socialiste, LFI, bon, voilà, tout ça à peu près la même clique. Et donc, ça a mené à ce que certains médias, Le Monde, Libération, Sud-Ouest, décident soit de quitter Twitter, soit d'arrêter de faire de la pub sur Twitter. Et également, je lis des dizaines de milliers de personnes quitteraient Twitter. Bon, franchement, moi, bon, peut-être, hein, mais en vrai, sachant qu'ils ont, je crois, 500 millions d'utilisateurs ou 700. Non, mais même, ça Bon, marche pas. Parce c'est assez que ridicule. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe, de ça, toi? HelloKittix, il y avait, suivant les chiffres même de Cheval Arias, qui est un responsable du CNRS, qui a en fait impliqué le CNRS malgré lui dans son affaire, et maintenant ils ont supprimé le logo parce que le CNRS comprend que ça avait fait une mauvaise image. Il disait il y avait 1000. Alors il parlait de millions de comptes. Il disait il y avait 15 millions de comptes. Quoi. Mais non, il joue sur l'ambiguïté. Il y a 1648 comptes exactement. Alors ce chiffre a pu augmenter dans les derniers jours. 1648 comptes qui avaient en moyenne 10 000 followers. Donc quand on multiplie, ça fait 15 millions à peu près. Bon, mais quand vous partez sur Blue Sky, tous vos contacts ne vont pas vous suivre. Et ils jouent là-dessus. Beaucoup de gens se sont dit, je vais partir sur Blue Sky et puis je vais transférer tous mes followers. Mais non, si les followers il y a sur X, sur Blue Sky, vous allez vous retrouver avec 3 clampins. Et c'est effectivement ce qui se passe, c'est qu'il y a très peu de gens qui partent. Et c'est vraiment un état d'esprit qui est un malsain, parce qu'à l'époque où Twitter était tenu par l'ancien dirigeant et puis Jack Dorsey. Jack Dorsey, et puis subissait les contraintes, les injonctions de la Maison-Blanche et des agences du gouvernement. Il y a plein de comptes de droite ou conservateurs qui ont sauté. Aujourd'hui, il n'y a pas de compte de personnalité de gauche qui saute. Et moi, je m'y opposerais. Je trouve ça scandaleux. Il n'y a aucune personnalité conservatrice ou de droite qui dit il faut faire sauter ce compte de telle personnalité de gauche. Personne ne demande ça. C'est simplement ces gens-là de gauche refusent le débat. Enfin, c'est quand même effarant. Et donc, ils s'en vont parce qu'ils n'acceptent pas les notes de communauté, notamment les journaux, les médias, hein, qui mainstream, qui jouent sur le côté sérieux. Nous, on sait, nous, on fait un vrai travail de journaliste. Et puis, quand ils balancent une info
une mauvaise info, il y a une note de la communauté en dessous qui est assez destructrice en termes d'image. Donc, en fait, et je crois, moi, qu'ils partent, en fait, c'est pour protéger leur propre lectorat. C'est-à-dire, si le Monde s'en va, le simple fait que le Monde ait un compte sur X et publie, bah, ça incite les lecteurs du Monde à se dire, bah, je vais me créer un compte, puis comme ça, je pourrai suivre les posts de mon quotidien préféré sur X. Mais s'il fait ça, il va avoir des notes de la communauté. S'il fait ça, il va avoir d'autres comptes dont le Monde ne parle pas, dont les médias mainstream ne parlent pas, mais qui diffusent de l'information intéressante. Et il va commencer à voir que le Monde, bah, c'est peut-être pas forcément le top journal de référence, quoi. Et je pense que si le Monde s'en va, c'est pour ça. C'est pour aveugler son propre lectorat, c'est pour garder son propre lectorat, pour l'empêcher d'aller sur X. Je crois que c'est ça la vraie volonté. Et pour les gens de gauche qui s'en vont, c'est pour ça. Les médias, c'est pour Ouest France. Voilà, c'est surtout pas, il ne faut pas que les lecteurs de Ouest France aillent sur X parce qu'ils vont découvrir plein de trucs qu'ils ne lisent jamais dans Ouest France, qui est vraiment un journal bien pensant à mourir, quoi. Donc je On a un bruit de fond là, je ne sais pas d'où ça vient. Oui, mais... oui, alors je vais peut-être mettre, oui, il y a des travaux, je vais mettre… Ah, ok, non, t'inquiète pas, si c'est toi qui parles, c'est pas grave, c'était juste que ceux qui ne parlent pas, ils coupent, mais il n'y a pas de souci. Alors, toujours pareil, évidemment, Cédric et TX, si vous avez un mot à dire là-dessus, n'hésitez pas. En attendant, moi, je vais vous parler d'une initiative que je trouve très amusante, qui a été lancée par un pote à moi, qui s'appelle Never Quit X. Alors, écoutez, non, mais c'est génial. Très bien, en fait, très bien. c'est génial ce qu'il a fait. Je vous mets le lien dans les commentaires. Et en fait, ce truc va chercher les posts qui sont faits sur Blue Sky et Mastodon alors là, il a commencé par les médias, Libération, Le Monde et tout. Et en fait, il les ramène sur Twitter. Et je trouve, vraiment, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez le truc. J'ai rien à gagner, c'est un pote à moi, c'est pas commercial. C'est juste que je trouve le truc génial parce qu'il va permettre en fait de montrer ce que publient ces médias sur ces autres réseaux, potentiellement de les discuter. Et en fait, comme tu le disais, Philippe, justement, ces médias qui veulent s'extraire de tout débat, de toute contradiction, en fait, qu'on les fasse revenir dans l'agora que constitue X aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, il y en a peut-être d'autres, mais celle-ci, je la trouve très amusante. Donc, j'en fais la promotion avec un grand plaisir. Je trouve ça très cool. Alors, si vous voulez, j'ai encore un dernier sujet dont j'aimerais parler avec vous. Non, ça, on s'en fiche. Si j'avais un dernier sujet, attendez, bougez pas. Ça, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Non, ça, on en a déjà parlé. Excusez-moi, les copains. Ça, c'est bon aussi, on en a parlé. Ouais, c'est ça. Tu parlais du Forum économique mondial à Davos. Ouais. C'est important ce qui se passe là. C'est important parce que là, les discours, les masques tombent, le rideau se lève. On a Milei qui vient nous faire une déclaration fracassante sur le wokisme. Alors, je crois que sur YouTube, le terme, et on ne peut pas l'utiliser, c'est un peu chiant, mais en gros, ça commence par P et ça finit par Philly, parce qu'on peut se faire bannir si on utilise certains termes. Et j'ai la flemme de biper en post-prod, donc vous avez compris. Mais en gros… voilà, déclaration fracassante de Milei. On a Donald Trump qui vient aussi et qui dit que clairement, les États-Unis vont devenir la capitale européenne des crypto-monnaies, des nouvelles technologies. Dans la veine d'un plan d'investissement de 500 milliards sur l'intelligence artificielle qui a été annoncé il y a 2-3 jours. Ça aussi, je voulais qu'on en parle, mais c'est pas. Mais parlons de tout ça, si vous voulez, on s'en fiche. C'est décousu, mais on a compris le sujet. Donc voilà, donc pour le coup, on voit que même lors de ce forum, on a le camp du bien qui commence à être un peu challengé. Comment tu vois ça, toi, Philippe, avec sans doute un peu de plaisir, j'imagine. Oui, je trouve ça assez génial parce que aussi bien Milei que Trump sont allés dans le lieu de la bien-pensance et de tout ce nouveau monde wokiste qu'on nous prépare pour dire qu'ils se trompaient complètement et que c'était une horreur. Donc Milei a dit le wokisme est une catastrophe et il vient en grande partie de chez vous, ici, de ce forum. Donc il a été complètement cash. Voilà. Et puis Trump, lui, a annoncé la fin de la sortie de l'accord du climat, c'est-à-dire le fait qu'il ne croyait pas au réchauffement climatique anthropique, qui est un des totems, un des fondements de l'idéologie actuelle en Europe. Alors en Europe, c'est tout, hein, parce que les autres continents, ils s'en fichent complètement. Voilà. Et donc, ils sont allés le dire
à Davos, quoi. Dans le Et sein donc des ça, c'est saints. quand même fort, Mm. c'est quand même culotté. Et les mecs dans l'assistance, ils étaient un peu interloqués, quoi. Voilà. Donc, est-ce que Davos aura encore lieu l'année prochaine? C'est peut-être même pas sûr, parce que si tout le monde commence à tourner kazakh, Davos, est-ce que Davos a encore raison d'exister, quoi? Ou alors il va falloir qu'ils aient un champ idéologique plus large et qu'ils invitent des conservateurs et pas uniquement des gens qui viennent nous parler du réchauffement climatique, de la décroissance et de tous ces trucs-là, toutes ces réformes sociétales bidons qui ont été rejetées clairement par les Américains et qui commencent à Mais par les peuples en général, hein. Je vais te dire, et à on n'a ulcérer jamais en demandé Europe. son avis au peuple en D'ailleurs. Europe sur ces Ouais, ouais. sujets-là. Donc en vrai, Voilà. je pense que tu fais des sondages, alors ils valent ce qu'ils valent. Alors oui, Mais je pense que beaucoup de ces sujets-là, que ce soit le wokisme tel qu'on l'entend, mais encore cette espèce de course à l'écologie punitive, etc., je pense que la plupart des peuples, même en Europe, hein, seraient contre. Hein. Donc, oui, ils sont contre, mais pour beaucoup, ont des dirigeants qui défendent ces mais ouais, je politiques. sais. Mais Donc, ouais, je sais. Je voilà, sais, je voilà. sais. Ouais. Philippe, Ouais. je pourrais passer encore 2 heures, mais c'est fini. Ah bon, bon. Merci infiniment d'être venu ce Merci. matin. C'était Ah ouais. c'était vraiment, comme d'habitude, très intéressant, très cool d'avoir ton avis sur tous ces sujets, très transverses. Je rappelle hein, l'édition augmentée de ton livre Bitcoin, comprendre et investir. 19 € sur Amazon ou chez tout bon libraire, hein, normalement. Sauf si tu es censuré parce que tu es de droite. Non, non, Hein. non, non. Non, ça Non, va non, il Ok. est partout. Bon. Non, non, pas de problème, pas de problème. Chez Erol, une grande maison, donc il n'y a pas de problème. Je t'embête. Merci beaucoup, Philippe. À très bientôt dans Merci. l'émission. Tu sais que je viendrai te réinviter lorsque